Durant la période de l'après-guerre, la situation au sein des mouvements artistiques d'avant-garde est très tendue. À Paris, un groupe d'artistes dénommé Lettristes, lié à la personnalité d'Isidore Isou, déclare définitivement la mort de l'art et la nécessité de son dépassement. Il s'oppose au système de production artistique qu'il considère comme un engrenage destiné à maintenir en vie des lambeaux d'art déjà en décomposition. Outre le fait qu'il mène une vie déconstruite dans les gargotes des quartiers populaires de la ville, les lettristes produisent surtout des événements provocateurs et des œuvres marquées par la déconstruction du langage. En 1952, quelques lettristes, poussés par la nécessité d'une critique plus active et politique, provoquent une scission à l'intérieur du groupe. 4 d'entre eux s'installent à Aubervilliers et y créent l'Internationale lettriste. L'événement est solennel. Guy Debord, Jean-Louis Brault, Serge Bernat et Gilles Volman se réunissent lors d'une rencontre, la conférence d'Aubervilliers, à la fin de laquelle ils rédigent un manifeste. Afin de rester fidèle à l'aspect expérimental du mouvement, le manifeste est mis dans une bouteille et jeté dans le canal Saint-Denis, ne laissant ainsi pas de traces écrites de principes qui ne devraient pas être utilisés de façon idéologique, mais rester de simples lignes directrices. Le lendemain, Brault retourna sur place, récupéra la bouteille et le document qui fut le premier d'une longue série. L'Internationale lettriste, qui devint ensuite l'Internationale situationniste, produisit en effet peu d'œuvres artistiques, mais une quantité considérable de documents écrits. Le choix d'Aubervilliers ne fut pas un hasard, le fait que Brault faisait partie du groupe y ayant certainement joué un rôle déterminant. Fils de Louis-Émile Brault, à l'époque maire adjoint sous l'administration communiste de Charles Tillon, Jean-Louis Brault fut, avec Debord, un des premiers à introduire la pensée marxiste, qui eut par la suite une influence très forte dans le développement du mouvement. Malgré l'exclusion rapide de Brault peu après la formation du groupe, la fréquentation de la ville d'Aubervilliers perdura cependant jusqu'aux années 60. Il est probable que la simplicité d'y trouver de l'alcool à bon prix a également joué un rôle dans la détermination du lieu. L'Internationale lettriste ayant en effet eu un lien très étroit avec le vin et les stupéfiants. Mais cela reste anecdotique dans l'histoire de leur production artistique et philosophique. Ils sont plus de 3 millions. 2 millions d'entre eux sont des travailleurs, plus de 10% de la population active de notre pays. Chaque jour, par centaines, leurs cousins du Mali, d'Algérie, d'Espagne, du Portugal, fuyant le chômage et la misère, viennent les rejoindre. Ce sont pour la plupart des ruraux. Ils débarquent à Marseille, au Havre, à Orly, ou ici, à la gare d'Austerlitz, avec tous leurs biens et une adresse griffonnée sur un papier froissé au fond de leur poche. 40% d'entre eux resteront dans la région parisienne. Les autres prendront le train pour le nord ou le sud-est. Les agents de police et les chauffeurs de taxi sont pratiquement les seuls à les attendre. Attendez. Durant ces années, Aubervilliers s'inscrivait dans la réalité commune à la banlieue parisienne. Avec l'arrivée massive d'immigrés qui, fuyant la faim et la misère,
trouvaient refuge dans les bidonvilles autour des zones industrielles. Ces bidonvilles pouvaient sembler, aux yeux de ceux venant de Paris, la ville lumière, un renversement de la ville, comme le reflet bouleversé de la civilisation. Mais au fur et à mesure que la vue s'adaptait à cette forme d'obscurité, l'hypothétique voyageur y aurait perçu une humanité qui, peut-être, dans la ville dite réelle, avait déjà pris l'apparence mythologique d'une fiction projetée sur un écran cinématographique ou mise en scène au théâtre. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Il faut distinguer les utopistes des utopiens. Autrement dit, l'utopie abstraite de l'utopie concrète. La pensée utopiste explore l'impossible, la pensée utopienne dégage le possible. La zone de la plaine Saint-Denis se distingue cependant du reste de la périphérie par la présence de communautés spécifiques, espagnoles et algériennes. La première se caractérise par la présence de républicains ayant fui la dictature franquiste. La seconde se compose de jeunes qui à l'époque se préparent à combattre pour l'indépendance de leur nation contre la France, indépendance qu'ils obtiendront en 1962. L'un des fondateurs de l'Internationale lettriste, Mohamed Daou, quittera à Paris en 1955 pour rejoindre les lettristes algériens engagés dans cette bataille. Le milieu était donc fertile du point de vue politique pour cultiver l'idée d'un art au service de la révolution, une révolution qui vise à une utilisation nouvelle de la vie et donc à un nouveau sujet social. Les années 50 à 70, années de l'Internationale lettriste, devenue ensuite l'Internationale situationniste, sont dominées par le capitalisme déferlant de l'après-guerre, marqué par l'urbanisation massive des grands centres habités, avec toutes ses conséquences, naissance des quartiers dortoirs, tarissement des relations humaines
isolement des individus. La naissance des cités qui ont remplacé les taudis des bidonvilles fut sûrement un changement positif pour ceux qui vivaient dans des lieux insalubres et sans confort. Mais les lettristes voyaient, dans la construction de ghettos verticaux, dans les machines à habiter de Le Corbusier, dans les projets urbanistiques en général, un ensemble de techniques d'intégration de gens qui résolvent effectivement des conflits en créant d'autres, alors moins connus mais plus graves. Le résultat obtenu par les urbanistes modernes est considéré comme étant identique à celui obtenu par Haussmann à Paris au XIXe siècle, c'est-à-dire un contrôle policier des individus, un contrôle qui, en vertu de l'isolement induit, devient une nécessité. Et cette nécessité est satisfaite uniquement grâce à un assujettissement volontaire de l'individu même à un système supérieur. Une maladie mentale a envahi la planète, la banalisation. Chacun est hypnotisé par la production et le confort. Pour fuir cet assujettissement, les lettristes formulèrent des projets de villes futures dans lesquels l'urbanisme aurait dû être unitaire, c'est-à-dire un urbanisme variable par lequel chaque individu peut apporter des changements selon son propre goût ou sa propre nécessité. Mais ce type de ville ne pouvant être habité par l'homme actuel, il était nécessaire d'entreprendre un chemin qui mène les individus vers une appropriation consciente de la liberté. Ils mirent donc en place une technique appelée dérive, qui visait à désacraliser l'espace dans le but de permettre à chaque personne de se construire son propre milieu urbain. Les difficultés de la dérive sont celles de la liberté. Le mot dérive, étymologiquement, naît en France entre le XVIe et le XVIIe siècle. En superposant le verbe dériver, qui en latin signifie dévier un cours d'eau de son lit, et le verbe anglais to drive, qui signifie pousser, conduire quelque chose, le sens lié à ce nouveau terme exprimait l'action de laisser transporter le bateau par le courant. Ainsi, au XVIe siècle, on trouve les phrases « faire dériver leur bateau » ou « se laisser dériver dans le courant ». Au sens figuré, l'action de dériver a pris une signification négative. Il exprime aujourd'hui une attitude d'abandon, d'assujettissement passif aux événements. Cette connotation passive n'est pas fidèle à la connotation active du mot, utilisé dans le vocabulaire marin, car il ne tient pas compte de la valeur active du verbe to drive. À l'origine, donc, être à la dérive ne signifiait pas avoir perdu le contrôle du bateau, mais conduire ce dernier dans le flux du courant. Guy Debord en parle en ces termes. La dérive se définit comme une technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. Le concept de dérive est indissolublement lié à la reconnaissance d'effets de nature psychogéographique et à l'affirmation d'un comportement ludique constructif. Vit à l'heure de Robin des Bois. Le roi Richard est parti pour la croisade. Le prince Jean, son frère, le remplace. Il tyrannise le peuple et multiplie les impôts. Les paysans de Sherwood grondent. Pour apaiser les esprits, le prince Jean organise un immense tournoi dans le parc de son château et convie le peuple à y assister.
Voici les chevaliers blancs d'Ivanhoe. Un immense banquet est offert par le prince Jean. Le peuple de Sherwood y est joyeusement convié. Et l'on aperçoit les paysans aux côtés des chevaliers blancs et des chevaliers noirs. Pour clore ce magnifique repas, un immense gâteau, porté par plusieurs chevaliers noirs, est amené au prince Jean, qui paraît très en forme. Que l'on apporte d'autres gâteaux au peuple, dit-il. Je veux que le peuple s'amuse avant que les chevaliers s'affrontent. Sire, je suis de l'autre pays. Nous nous ennuyons dans la ville, il n'y a plus de temple du soleil. La mythologie avait un rôle fondamental pour la recherche psychogéographique. En imaginant des histoires épiques dans un contexte urbain moderne, il était possible de masquer la réalité en démasquant ainsi l'inconsistance. Le fait de masquer comportait une analyse scientifique des effets que les architectures et les ambiances traversées reflétaient sur les sujets intéressés, alors que le fait de démasquer comportait un dépaysement personnel, un isolement intellectuel, un éloignement de la réalité qui permettait de reconstruire une réalité personnelle. L'exercice de la dérive mis en œuvre par les lettristes était une véritable pratique active qui envisageait de modifier les perceptions du sujet, une activité qui voulait créer les conditions pour pouvoir contester la réalité construite autour d'idées conditionnées. L'objectif était donc de rendre l'homme, en tant que créateur de la réalité, autonome. Pour le mouvement, marqué par la critique contre le modèle de vie qui se répandait depuis la ville vers la périphérie, la ville d'Aubervilliers a dû représenter une ambiance idéale pour dériver. Un espace autre, loin de la réalité, mais en même temps à 2 pas de la soi-disant civilisation. Une ambiance qui permettait donc un échange rapide entre les 2 mondes, la pratique de la dérive n'étant pas sans péril, car si l'on se détourne de la réalité trop longtemps, on risque d'en rester exclu. C'est cela qu'expérimenta Gilles Yvain, qui de l'hôpital psychiatrique où il était enfermé, écrit à Debord et Michel Bernstein. La dérive continuelle est un danger dans la mesure où l'individu, avancé trop loin, non pas sans base mais sans protection, est menacé d'éclatement, de dissolution, de dissociation, de désintégration. La dérive était une technique qui aurait dû permettre à l'individu d'abattre les murs érigés autour de lui par le conditionnement. Mais en même temps, l'individu doit construire des situations qui puissent lui permettre de poser les pieds sur un terrain solide. Il faut construire l'hacienda. Il faut éviter de retourner à un stade quelconque avant le conditionnement, car il faut le dépasser en réalisant une révolution de la vie quotidienne, c'est-à-dire de la vie construite par le sujet même, quotidiennement, en totale liberté, mais avec la conscience du sens du terme. Le geste de désarchiver comporte la volonté de consulter et éventuellement de modifier un document. Aussi bien la reprise que l'élaboration d'un document implique une interprétation de lui-même en vue de son utilisation potentielle. Les idées de l'international lettriste, puis de l'international situationniste, sont actuellement considérées archivées, classées comme patrimoine national. Elles sont donc confinées à la seule recherche académique. Si les situationnistes visaient à bouleverser le rythme du capitalisme, on pourrait penser qu'ils sont arrivés à leur fin. La place des loisirs a pris une importance dominante dans la vie quotidienne.
Se promener à travers les villes est devenu une expérience psychogéographique. Derrière chaque coin de rue, on peut trouver le reflet d'une culture différente, un changement de perspective désorientant ou une structure interactive. Les nouvelles technologies, Internet et les nouveaux moyens de télécommunication ont évolué en créant des structures tellement embrouillées qu'on peut s'y perdre. Le dépaysement est facilité par des milliards d'horizons possibles. On peut se fabriquer une identité personnelle en suivant ses propres fantaisies et s'imaginer des vies alternatives sans limite. Mais amère victoire du situationnisme, il ne s'agit pas d'un dépassement du conditionnement, mais d'un stade ultérieur à celui-là, un autoconditionnement qui masque la liberté de l'individu à travers un choix infini, rendu disponible par un réseau tissé pour façonner des intérêts économiques, et non par des nécessités sociales. Cette forme réticulaire laisse tout de même, structurellement, des espaces vides, des espaces qu'il est encore possible d'occuper si on se soustrait à l'encadrement de la réalité. Pour obtenir cela, désarchiver la technique de la dérive, outre une recherche artistique, devient une nécessité. Ne lâche pas l'étoile, Jacques. Ne lâche pas l'étoile, Jacques.